Bonsoir à toutes et à tous. La bibliothèque Gulbenkian de la Fondation Calouste Gulbenkian, délégation en France, est ravie d'accueillir ce soir une nouvelle rencontre dans le cadre du cycle du nouveau carrefour de l'information. Nous remercions chaleureusement Véronique Miskic, marraine de ce cycle de conférences, qui est la modératrice du débat de ce soir, ainsi que l'Association des professionnels de l'information et de la documentation, la DBS, et l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, l'ENSIB, qui nous ont aidés à mettre en place cette série de conférences. Nous saluons également Muriel Amar, maître de conférence au pôle métier du livre de l'Université de Nanterre et directrice de la collection La Numérique à l'ENSIB, qui assiste à cette rencontre. Nous vous remercions toutes et tous d'être là ce soir et ceux qui viennent de se connecter pour assister à cet événement auquel vous pouvez participer à la fin des interventions en posant vos questions sur le chat de la plateforme Zoom. Nos invités auront le plaisir de vous répondre. Cette présentation sera enregistrée et mise en ligne plus tard via le site de la Fondation Calouste Gulbenkian, délégation en France, et via nos réseaux sociaux. Le thème de ce soir, la bibliothèque remise en question, se réinventer en période de pandémie et après. À l'heure où le monde s'est vu confronté à l'une des plus graves crises sanitaires de tous les temps due à la pandémie de Covid-19, des publications, des ouvrages sur le rôle des bibliothèques et des professionnels de l'information, ainsi que sur les usages des publics, ont vu le jour. Nos invités de ce soir, Christophe Evans, Joël Lemarec et Sylvie Fayet, aborderont les différentes questions autour de ce sujet à travers les présentations de 3 ouvrages récemment publiés aux presses de l'ENSIB que nous saluons chaleureusement. Christophe Evans est chef du service études et recherches de la Bibliothèque publique d'information, la BPI. Il est le coordinateur de l'ouvrage L'expérience sensible des bibliothèques, paru aux presses de l'ENSIB en 2020. Joël Lemarec, professeur en sciences de l'information au Muséum national d'histoire naturelle, est l'auteur de l'ouvrage Essai sur la bibliothèque, volonté de savoir et monde commun, publié également aux presses de l'ENSIB en 2021. Sylvie Fayet, directrice de la Bibliothèque universitaire de La Rochelle et co-coordinatrice de l'ouvrage À l'ombre des bibliothèques, enquête sur les formes d'existence des bibliothèques en situation de fermeture sanitaire, qu'elle a co-dirigé avec Clément Bert-Herboul et Louis Viard aux presses de l'ENSIB dans la collection numérique en 2022. Pour modérer le débat, Véronique Miskic, consultante formatrice spécialisée en veille stratégique et management de l'information. Je vous laisse d'ores et déjà la parole et une fois de plus, un grand merci à tous. Bonsoir à toutes et tous et merci de votre fidélité au carrefour de l'information dont, comme Christina vient de le rappeler, j'ai le grand honneur d'être la marraine depuis leur création en 2018. Alors, pour cette deuxième session de la saison 2021-2022, nous avons préféré maintenir le distanciel pour des raisons sanitaires évidentes, mais nous gardons un bon espoir de programmer la prochaine session au mois de mai. Donc cette prochaine session en présentiel, on l'espère, dans les locaux de la Fondation Gulbenkian, ou peut-être en format hybride afin de permettre le plus possible les échanges. Ces échanges, ils nous tiennent à cœur parce qu'un carrefour, c'est un croisement, c'est une bifurcation, c'est une jonction. Et l'objectif de ces carrefours, je le rappelle, ce sont des échanges croisés, des pas de côté parfois, autour des pratiques des professionnels des bibliothèques que nous souhaitons questionner à travers des publications récentes de professionnels et ou de chercheurs. Alors, je voulais tout d'abord remercier la Fondation Gulbenkian pour l'organisation. Donc, merci Christina et Isabelle. Je voulais remercier également la DBS, donc partenaire, et l'ENSIB, qui a participé à l'organisation. Je voulais remercier également ma complice Muriel Amar, avec qui nous préparons ces programmes et l'animation de ces carrefours. Et puis, bien sûr, nos 3 intervenants que nous avons réunis autour d'un thème qui s'annonce passionnant: la bibliothèque mise en question, se réinventer en période de pandémie et après. Parce que cette crise sanitaire, effectivement, elle a bouleversé non seulement des pratiques professionnelles, mais aussi les usages des publics.
et ça de façon certainement très durable. Alors, nous allons essayer d'évoquer les enjeux de ces remises en question. Alors, vous avez bien compris, nous n'allons pas donner des recettes miracles pour se réinventer pendant ou après une crise. D'abord parce que les méthodes miracles, ça n'existe pas. Et puis aussi parce que les crises, malheureusement, s'enchaînent dans un monde qu'on pourrait qualifier avec l'acronyme anglo-saxon VUCA, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire en français par volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. On est dans une période de crise profonde et malheureusement plus seulement de crise sanitaire. Donc on va essayer, face à cette complexité, d'échanger sur l'apport des bibliothèques dans ce contexte encore si obscur parfois et complexe, et comment une bibliothèque peut continuer à offrir ce milieu de vie, pour reprendre une expression qu'on développera dans la soirée, ce milieu de vie structuré par des savoirs. Comment également recueillir, analyser cette expérience sensible, pour reprendre aussi un thème que nous développerons, cette expérience sensible des différents publics. Donc, pour répondre à ces questions, je vais sans plus attendre laisser la parole à nos trois intervenants, donc qui vont commencer peut-être pour planter le décor, à présenter leurs ouvrages dont ils sont auteurs ou coordinateurs ou co-coordinateurs. Donc on va présenter les ouvrages peut-être par ordre chronologique de parution. Je vais passer la parole tout d'abord à Christophe Evans. Vous êtes chef du service études et recherches à la Bibliothèque publique d'information et coordinateur de l'ouvrage L'expérience sensible des bibliothèques, paru aux presses de l'ENSIB en 2020. Merci beaucoup, Véronique. Oui, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec Sylvie Fayet et Joël Lemarec, et surtout de pouvoir parler de cet ouvrage qui, je trouve, s'insère dans une thématique qui fait vraiment sens, surtout en ce moment. La particularité donc du livre dont j'ai assuré la coordination finale, puisque l'édition au sens anglo-saxon du terme, l'édition scientifique de l'ouvrage, a été assuré par Muriel Amar. La particularité de cet ouvrage, c'est qu'il a été composé avant la crise sanitaire et finalisé en fait au moment du premier confinement. Donc voilà, il y a cette temporalité aussi qui peut avoir son importance. Donc il s'agit effectivement d'un collectif d'une douzaine de personnes, 8 autrices plus précisément et 4 auteurs fédérés autour de la même thématique. Donc, comme vous l'avez dit, Véronique, c'est la question de l'expérience sensible des bibliothèques, mais aussi du souci qu'on va apporter à la question des publics en termes de connaissance des publics, mais aussi pour recueillir leurs paroles et écouter ce qu'ils ont à dire des bibliothèques. Il faut préciser aussi que l'ouvrage porte sur 3 grands établissements, et cette notion de grand établissement, évidemment, a beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas parler de l'ensemble des bibliothèques, on parle de grands établissements de lecture publique, la Bibliothèque nationale de France, la Biblioteca Vasconcelos à Mexico et la Bibliothèque publique d'information. Voilà. Et l'autre particularité de ce collectif d'autrices et d'auteurs, c'est qu'il permet de réunir à la fois des chercheurs, des chercheuses, des chargés d'études, ce qui est plutôt courant sur la question de la connaissance des publics, mais aussi, et ça c'était très important pour nous, de les mettre en dialogue avec des bibliothécaires, conservatrices, conservateurs, directeurs même d'une grande bibliothèque, et d'autres intervenants en bibliothèque, et notamment des écrivains conseils dans le cadre d'une permanence d'écrivains publics. Alors très rapidement, je vous cite quand même les auteurs, ça nous paraissait important de rappeler cette expérience collective. Donc préfacée par Martine Poulain, donc Muriel Amar, Irène Bastard, Lynn Cognat-Bertrand, Dana Diminescu, Stéphanie Fromion, Françoise Godet, Daniel Goldin, Quentin Lobé, Caroline Reynaud et Agnès Viguet-Camus. Voilà très rapidement pour présenter le livre, mais j'aurai l'occasion évidemment d'entrer dans le contenu un peu plus tard. Merci Christophe. Je vais me tourner vers Joël Lemarec. Vous êtes professeur en sciences de l'information au Muséum national d'histoire naturelle, et vous êtes auteur de l'ouvrage Essai sur la bibliothèque, volonté de savoir et monde commun,
qui est paru donc, aux presses de l'ENSIB en 2021. Merci, alors merci Véronique, et moi aussi je suis enchantée enfin, d'être dans de cette table ronde et de cette réunion comme ça de ces 3 livres en fait. Cet enchaînement, je trouve que ça permet de montrer quand même la force voilà, d'un certain type d'approche voilà, dont on va parler, le sensible, le collectif aussi, enfin, la bibliothèque. Alors le livre est issu d'enquêtes qui ont été menées. Ça fait longtemps que, voilà, que je connais la BPI et que j'ai été très marquée par la BPI. Quand j'avais découvert le service des études et de la recherche aussi pendant mes études, puis la bibliothèque. Et donc, il y a disons, des réflexions dans un premier temps, enfin, avec l'équipe du service études et recherche, Christophe, Agnès Camus et Muriel Amar. Enfin, voilà, on a beaucoup discuté sur beaucoup d'aspects. Et puis, à la BNF, il y a eu aussi avec Philippe Chevalier, qui nous a demandé un travail, une enquête sur le Haut-de-Jardin de la BNF. Et voilà, dans cette enquête très immersive qui a duré plusieurs mois, que j'ai fait avec Judith Dehelle et Igor Babou, pour des parties photographiques. On a décidé de se rendre vraiment très attentif. Cette caractéristique des grands établissements d'études comme ça, que ces épaisseurs aussi. C'était important de passer beaucoup de temps, de prêter beaucoup d'attention dans une approche où on s'est vraiment occupé non pas de compter ou d'essayer d'objectiver le plus vite possible, mais vraiment de saisir des ambiances, voilà, des gestes, tout ce qui relève du tact qui est très difficile, normalement à objectiver justement, avec à la fois des entretiens, mais aussi beaucoup de photos. Et dans ce travail, on avait repéré quand même pas mal les liens entre les pratiques de connaissance et la vulnérabilité. Et c'est là que on a continué aussi les échanges et le travail et l'enquête avec le service études et recherche de la BPI sur les précaires à la bibliothèque et les liens entre savoir et précarité aussi, d'un autre point de vue que voir du point de vue uniquement financier ou social les conditions de précarité, mais voir aussi à quel point la bibliothèque à la fois protège et légitime la vulnérabilité, voilà, et à quel point aussi elle fait société à partir de ces vulnérabilités, des pratiques de protection, réparation. Voilà, donc ça a été ces enquêtes, beaucoup aussi de liens avec des enquêtes précédentes dans d'autres bibliothèques, dans d'autres institutions, les musées, et le projet d'ouvrage, écrire, ça a été basé sur ces enquêtes, mais c'est aussi l'urgence aussi de convaincre aussi, de l'importance de ce qu'on voit, de ce qu'on sait des bibliothèques et qui est constamment fragilisé, je dirais, par des tendances opposées, très productivistes, très gestionnaires, très managériales, auxquelles les lieux de culture sont très exposés. Et donc, le livre, ça a été aussi une manière non seulement de restituer ces enquêtes, mais aussi de restituer beaucoup d'autres réflexions, d'autres partages de ce qui se passe dans ces bibliothèques d'études depuis si longtemps. Et il me semble, Véronique, vous avez fait allusion au contexte, il y a eu le Covid et maintenant on est dans des situations où justement les questions d'impuissance, de vulnérabilité, les enjeux de savoir quel rôle ils ont là-dedans, comment on s'ouvre des avenirs, ou comment on protège aussi, ou comment on transmet. Et je trouve qu'on a
c'est pour ça que aussi je suis vraiment ravie de cette soirée. Je trouve qu'on se sent bien, enfin, à parler aussi ensemble de ce dont on est sûr à propos de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit depuis si longtemps, des possibilités d'une société décente, structurée par des pratiques de savoir dans des lieux protecteurs comme les bibliothèques. Voilà, j'en dis pas plus. Merci. Et merci aussi aux presses de l'ANSSIP. Enfin, c'est vrai que... parce que voilà, c'était une belle édition aussi, une belle collaboration. Merci Joël. Le troisième ouvrage porte un titre proustien, À l'ombre des bibliothèques, enquête sur les formes d'existence des bibliothèques en situation de fermeture sanitaire. Il vient de paraître il y a quelques semaines sous forme numérique. Sylvie Fayet, vous en êtes co-coordinatrice et directrice de la Bibliothèque universitaire de La Rochelle. On vous écoute. Il y a le micro. Oui, il faudrait ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Ouais, parfait. Voilà. Je joins mes remerciements, bonjour, et je joins mes remerciements donc à ceux de Joël et Christophe, ainsi que mon plaisir de voir 3 livres publiés sur les bibliothèques et réaffirmer l'importance de l'enjeu social. Le livre À l'ombre des bibliothèques, il essaie de raconter quelques-uns des outils numériques mis en place par des utilisateurs pendant le confinement pour compenser au moins en partie la fermeture des bibliothèques. Donc, il est lui aussi paru aux presses de l'ANSSIB. Je profite pour remercier l'ANSSIB qui, dans un contexte pas simple, a permis la sortie de ce livre qui était une sorte de pari éditorial quand même, puisqu'on est allé explorer ce qui a fleuri à l'ombre des bibliothèques, mais sans savoir a priori à quoi aboutirait cette exploration et en essayant de la produire dans un temps relativement court, puisqu'on voulait essayer de documenter, sinon à chaud, au moins à tiède quand même, ne pas attendre trop longtemps. Il est publié dans la collection La Numérique, donc il en reprend les grands principes. C'est un croisement de regards de chercheurs, de professionnels de la documentation, autour d'objets de corpus numériques, pour vous proposer des parcours de lecture et des mises en perspective. Donc, la directrice de collection Muriel Amar et l'éditrice Catherine Jackson ont réuni et accompagné une équipe, voilà, dont j'ai l'honneur et le plaisir de faire partie. Nous étions 3 coordinateurs, Clément Berherboul, Louis Viard et moi-même. Et puis, je vais aussi citer les auteurs, donc une préface de Christophe Evans, et puis des textes de Grégoire Clémensin, Romane Coutenson, Julien Hage, Geneviève de Maupoux, Cécile Touitou et Marilyn Vallès, ainsi que des contributions qu'ont bien voulu nous confier Joël Lemarec, Charles Parisot-Sillon et un entretien avec Dan Sperber. Voilà, pardon pour la liste de noms, mais je souhaitais que tous soient cités. Donc, nous avons concentré notre travail sur 2 ensembles, identifiables et visibles sur le web. Premier ensemble, c'est un groupe Facebook qui s'appelle Bibliothèque solidaire du confinement, qui a été initié très vite au début du confinement par de jeunes chercheurs en sciences humaines, lettres et arts, avec pour objectif de répondre à une situation d'urgence documentaire, puisque les bibliothèques étant fermées, ils n'avaient plus accès aux ressources dont ils avaient besoin pour leurs recherches. Donc l'expression des besoins et les réponses apportées dans le groupe peut prendre des formes diverses. Ça peut être de l'échange d'informations très précises, ça peut être la mise en relation de gens qui cherchent un ouvrage et de gens qui le possèdent, mais le prêt lui-même se déroule ailleurs, ce n'est pas sur Facebook. Ça peut être des échanges de conseils bibliographiques, des orientations, des discussions scientifiques. Donc des formes diverses, mais toujours ce qui est important, environnées dans un contexte de solidarité. L'idée, c'est vraiment qu'ensemble, les participants s'aident à rompre l'isolement difficile et à traverser cette période compliquée pour eux. Deuxième ensemble, plus hétérogène, mais qu'on peut qualifier comme un ensemble de dispositifs accessibles en ligne, permettant de recréer les salles de travail d'une bibliothèque ou au moins de recréer l'ambiance studieuse qu'on peut y trouver. Cette recréation
passe par plusieurs techniques. On peut utiliser un chat comme Discord. Parfois, c'est à l'initiative de la bibliothèque, parfois à celle de lecteurs. La technique la plus... celle qui au départ avait attiré l'attention, c'était celle des Silent Zooms. On a tous eu des réunions en visio sur Zoom. Là, l'idée, c'est que des gens se donnent rendez-vous pour partager un temps de travail silencieux. Donc, être seul ensemble, c'est le titre de la contribution de Cécile Twitou. Et voilà, c'est cette manière de recréer de la motivation et de l'émulation. Elle existe aussi sous forme asynchrone, puisque sur YouTube, notamment, on trouve des vidéos du type « Study with me », c'est-à-dire « étudier avec moi », où un YouTuber se filme en train de travailler. Alors, il peut y avoir des variations de rythme ou de décor, mais le principe, c'est que quand on a besoin d'une motivation, on regarde la vidéo et on se met au travail avec lui. Mais là, on n'a pas de partage simultané d'expérience. Donc, pour ces deux volets, Bibliothèque solidaire du confinement et groupe de travail silencieux, nous avons autant que possible recueilli la parole des personnes qui étaient vraiment partie prenante. Et puis, nous avons essayé d'analyser toutes les données à notre disposition, les discussions dans le groupe Facebook, les formes et les codes des vidéos Study with me. Ça fournit déjà beaucoup d'enseignements. D'abord, des enseignements qu'on pourrait qualifier de sociologiques et anthropologiques sur divers sujets. Premier sujet, c'est le fonctionnement et l'usage des médias sociaux, et spécialement leur régime quand ils sont au service d'une communication de nature savante, parce que ça ne fonctionne pas de la même manière, ce n'est pas utilisé de la même manière que pour de la communication plus quotidienne ou professionnelle. Pas mal d'enseignements sociologiques et anthropologiques aussi sur les questions de circulation du savoir, de pratiques savantes, de méthodes et de ressources du travail académique et de tous les échanges que ça installe entre chercheurs. Et puis également des enseignements professionnels pour les bibliothécaires. Moi, j'ai été frappée parce que j'ai eu l'occasion de vivre une sorte de fantasme. Des fois, on se dit que disent ou que font les gens quand on n'est pas là. Là, on avait l'occasion de voir ce dont les lecteurs avaient besoin quand les bibliothèques étaient fermées, à quoi ils ont choisi de répondre, comment ils se sont organisés pour y répondre. Et je trouve que ça nous invite, d'une part c'est inspirant, ça peut nous donner beaucoup d'idées, ça nous invite aussi dans certains cas à revenir un peu sur des idées reçues ou des craintes qu'on pourrait avoir. Et moi j'ai trouvé que ça réaffirmait les bibliothèques en tout cas dans vraiment ce qu'elles ont de spécifique, dans ce qui est inégalable dans le service qu'elles rendent. Donc, je crois que ça peut nous aider à réassumer tranquillement cette part et aussi à prendre la mesure qu'il y a des types de services qu'inversement, nous ne rendons pas. Mais moi, j'ai trouvé de la réassurance dans cette étude, en écho aux inquiétudes tout à fait justifiées dont fait état Joël Lemarec. Merci à tous les trois pour ces présentations. On voit justement à travers vos différentes approches à quel point vos ouvrages se complètent et forment presque une sorte de continuum. Il y a vraiment beaucoup d'échos, de regards croisés entre vos trois ouvrages. Alors, je voulais dans un premier temps aborder ce qui me semble être vraiment un point commun évident entre vos ouvrages, c'est la question des enquêtes sur les publics, ce recueil des paroles de proximité, pour reprendre une expression de l'ouvrage de Christophe. Christophe, justement, je me tourne vers vous pour vous poser la question, comment on fait pour recueillir cette expérience sensible ? Ouais, alors Joël en a déjà donné des exemples en rappelant donc l'importance des entretiens, mais en signalant aussi l'intérêt que pouvaient présenter les prises de vue. Alors on va voir justement que dans l'ouvrage collectif dont j'ai assuré la direction, on retrouve aussi un peu ces ancrages. Donc, comme le disait aussi Joël, vous comprenez bien, s'agissant d'expériences sensibles, où on peut vraiment avoir affaire à
à des paroles très personnelles, hein, qui relèvent de l'intime, où on peut même recueillir des choses qui relèvent de l'affect, hein, ce qui n'est pas nécessairement très courant dans le cadre des enquêtes. Et c'est là aussi qu'on voit bien aussi, à travers les 3 différents livres qui sont présentés, qu'on essaye d'élargir un peu le champ, la focale, hein, et d'attraper autre chose, et de l'attraper autrement. Voilà. Et le questionnaire, évidemment, qui peut être un allié dans bien des situations, hein, voilà, pour nous aider à produire des données descriptives, là n'est pas le meilleur outil, hein, qui va permettre d'écouter avec beaucoup d'attention, hein. C'est ce que dit Daniel Goldin, hein, dans l'ouvrage L'expérience sensible des bibliothèques. Et il parle d'une écoute radicale, d'une écoute fondatrice. On voit bien qu'il faut embrayer sur d'autres méthodes et surtout d'autres postures de recherche et d'écoute. Ça va même parfois plus loin que les méthodes qualitatives qu'on commence à utiliser régulièrement, hein, dans le champ des enquêtes sur les publics des bibliothèques, c'est-à-dire les enquêtes par entretien approfondi, voire entretien collectif, focus group. Là, c'est vraiment un travail de décentrement, d'écoute radicale, comme je l'ai déjà dit, des usagers, pour ne pas tenter dans un premier temps, d'essayer de les faire passer à travers un filtre, à travers un dispositif qui pourrait atténuer certaines choses, éliminer des bruits, hein, mais plutôt effectivement essayer de les écouter tels qu'ils sont et porteurs des discours et des problématiques qui sont les leurs. Daniel Goldin, j'ai repris l'ouvrage, hein, pour préparer l'intervention, parle, lui, d'éviter de tenter de civiliser le lecteur ou l'usager, mais plutôt d'essayer d'abord d'entrer en relation avec lui. Et c'est d'une certaine façon, alors même si évidemment, moi je parle d'un collectif qui représente 6 textes, qui parfois abordent des sujets très variés, très différents les uns des autres, mais ce qui peut les relier, c'est justement aussi ce souci de se mettre à la disposition du lecteur ou de l'usager pour bien l'écouter. Alors, il y a donc la question des entretiens semi-directifs approfondis, qui nous amène assez vite d'ailleurs à passer du champ classique, on va dire, hein, de la sociologie des publics, bien balisé déjà dans le champ des institutions culturelles et des bibliothèques, peut-être à une approche plus psychologique, hein, dans la connaissance des publics. C'est ce que fait Agnès Viguier-Camus dans l'ouvrage. Elle le fait d'autant plus facilement qu'elle avait la double formation, sociologue et psychologue. Et on voit que là, on ouvre un registre de paroles, de sens, de discours, d'éléments qui permettent de situer le rapport à la bibliothèque et surtout l'effet que la bibliothèque produit sur les usagers, qui est extrêmement enrichissant. D'autres exemples de dispositifs qui permettent d'approcher cette expérience sensible. Alors, je pense qu'on ne parviendra jamais à la restituer de façon complète, entière, hein, mais en tout cas qui permettent de l'approcher. C'est justement un dispositif qui est présenté dans l'ouvrage dans le cadre d'un cinématon qui a été produit par le service du développement culturel de la BPI dans le cadre du 40e anniversaire du Centre Pompidou, et qui consistait en fait à voilà, archiver le public, hein. C'était un peu le mantra, hein, qui avait été fixé au dispositif, et l'idée c'était de proposer une boîte noire, hein, dans laquelle les usagers qui acceptaient la perche qui leur était tendue entraient, et ils étaient filmés pendant 2 minutes, au cours desquels on leur demandait simplement de répondre à 3 questions. Que représente la BPI pour vous? Quel serait votre souvenir marquant de la BPI? Et comment imaginez-vous le Centre Pompidou dans 40 ans encore, voilà. Et ce dispositif d'archive du public, qui était assez contraignant par certains côtés, s'est révélé aussi un espace de créativité, hein, et qui a permis notamment aux usagers qui ont accepté de jouer le jeu de dire quelle était la nature de leur relation à la BPI et qu'est-ce qu'elle représentait pour eux. Alors c'était amusant d'ailleurs, parce que ce sont des choses qu'on retrouve en entretien, mais
au cours du 40e anniversaire du Centre Pompidou, voilà, les flux de public s'étaient intensifiés. Il y avait pas mal, notamment à l'époque, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, il y avait beaucoup de fréquentation de personnes qui arrivaient de l'étranger et qui revenaient à la BPI après l'avoir fréquenté au cours de leurs études, dans des échanges Erasmus. Et donc, on a recueilli une parole qui était vraiment très, 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 très forte, qui a été utilisée ensuite parce qu'on a mis en ligne des capsules vidéo. Voilà, donc là, on voit là aussi que l'image peut être un allié extrêmement intéressant parce que vous avez plus que le discours, vous avez des attitudes, vous avez des expressions, vous avez des éclats, parfois des éclats de voix, des rires, d'autant que les personnes entraient dans la boîte parfois à plusieurs. Et ça me permet de faire un lien avec d'autres matériaux cinématographiques qui permettent eux aussi d'entrer en contact avec cette expérience des publics. Alors on n'est plus dans le champ de l'enquête scientifique traditionnelle. Je pense au film par exemple de Wiseman hein, sur la New York Public Library, Ex Libris. Je pense au film qui a été réalisé sur la bibliothèque de Montreuil, hein, Chute, point d'exclamation, ou un film tout récent qui, j'espère, va avoir une diffusion publique plus large que ce n'est le cas pour le moment, qui s'appelle Bibliothèque publique et qui a été filmé à la BPI au cours de l'année 2018, donc avant le confinement. Et ces films, justement, donnent à voir, à sentir des ambiances, des atmosphères, et promener un micro ou une caméra dans une bibliothèque, dans une salle de lecture, évidemment, il faut passer certains seuils, peut-être. Hein. C'est vrai que dans les toutes petites bibliothèques, on n'aura pas les mêmes captations, les mêmes ambiances, mais ça commence quand même assez tôt. Et vous allez recueillir plein de choses. Et alors, les images, évidemment, apportent un plus très, 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 très intéressant. Et dernier point aussi, autre dispositif hein, d'écoute active, d'écoute sympathique des usagers, hein, sans intention de les transformer ou de recueillir leurs paroles en la compartimentant et en faisant des petites briques qu'on va empiler les unes aux autres, qui peut servir à un certain moment hein, dans le cas des enquêtes quantitatives, mais qui n'est pour ma part, je pense, pas efficace pour recueillir l'expérience sensible. Ce sont les carnets de bord qui étaient produits par les écrivains conseils dont j'ai parlé tout à l'heure et donc qui interviennent dans l'ouvrage de l'expérience sensible des bibliothèques dans le cadre de permanences d'écrivains publics. Et ces carnets de bord, ce sont en fait tout simplement à l'issue d'un rendez-vous hein, pour voilà, un service d'écrivain public, tout simplement prendre quelques notes sur la demande qui a été adressée à l'écrivain public, le cadre et le contexte de cette demande. Et on va dire que la récurrence hein, de ces rendez-vous et l'empilement de ces strates d'informations sur les demandes qui sont adressées aux écrivains conseils nous plonge directement dans ce dont parlait Joël et dont on aura sans doute l'occasion de reparler, c'est-à-dire des personnes qui sont confrontées à des situations de précarité parfois, précarité sociale, précarité financière, mais parfois difficulté aussi pour tout simplement rédiger une lettre de motivation pour s'inscrire dans un master et qui vont s'appuyer sur l'institution bibliothèque, sur le dispositif qu'elle permet pour se décharger aussi de leurs difficultés, pour certains de leur souffrance. Et les carnets, là, tout simplement, se sont révélés extrêmement intéressants pour ouvrir sur un univers de demandes qui étaient adressées à la bibliothèque, là en l'occurrence à un service tout à fait particulier. On a souvent, comment dire, dans les bibliothèques, on a l'habitude de comptabiliser hein, les rendez-vous avec le nombre de personnes qui assistent à tel atelier, le nombre de personnes qui vont s'inscrire à la permanence, à tel ou tel type de permanence, mais on travaille rarement sur la nature même de ce qui se passe dans le cadre de ces permanences. Et l'expérience sensible des bibliothèques, c'était justement pour signifier ce gisement de données qui peut être extrêmement significatif et que la bibliothèque en retour
peu réutilisés. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci Christophe. On voit ainsi l'originalité, la créativité des méthodes utilisées. Joël, vous évoquez dans votre essai la question du rapport à l'institution. Vous parlez même de réinstitutionnalisation de la bibliothèque. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement ce rapport à l'institution? Merci. Voilà, alors d'abord, voilà, j'ai l'impression, enfin voilà, ce qui émerge de ces enquêtes qui sont menées aussi, enfin, comme l'a évoqué Christophe, c'est des enquêtes qui s'encastrent les unes dans les autres depuis longtemps aussi, enfin, qui tirent parti les unes des autres, qui aussi constituent un peu un terreau, hein, petit à petit, comme ça. Et en fait, elles permettent quand même de voir des articulations fortes entre le phénomène du public, celui de l'institution et les savoirs. Voilà. Et en fait, elles débarrassent ces questions, ces concepts ou ces phénomènes, je ne dirais pas d'une gangue, hein, qui constamment les réduisent ou les opacifient. Enfin, voilà, il y a l'idée que ces enquêtes, elles font réapparaître sans cesse contre des réductions, enfin, la densité, la richesse de ces articulations entre public, savoir, institution. Alors, par exemple, enfin, du coup, je vais en venir à l'institution tout de suite, mais depuis le temps, enfin, moi, j'ai vraiment... je suis intriguée par le phénomène du public depuis toujours, parce que, en fait, je suis intriguée par le fait qu'il soit tout le temps réduit à des cibles, tout le temps, enfin, voilà, projeté comme étant quelque chose qui sert à mesurer des performances, enfin, les personnes, je pense, ne se doutent pas de la manière dont elles sont utilisées sans cesse comme des marqueurs d'une performance, d'une consommation, enfin voilà. Alors si on ne pense plus le public du tout comme une cible, mais comme toutes celles et ceux qui comptent sur une institution, alors enfin, c'est tout différent. Enfin, voilà, je dirais, au lieu de frontalement comme ça regarder enfin, le public comme quelque chose voilà, dont on va pouvoir tirer des indicateurs, etc., mais plutôt de dire, ben, voilà, voir la manière aussi dont ils font vivre l'institution par la confiance qu'ils ont en elle, enfin, voilà, la manière dont ils s'appuient sur elle, enfin, ce que tu disais, Christophe, et la manière dont ils l'entretiennent en commun, par exemple, enfin, cette question-là des bruits et des ambiances, la manière dont enfin, il y a ce soin de l'ambiance collective avec toujours enfin, on est toujours en limite, mais en même temps, ça tient, quoi. Enfin, il y a un respect, en fait, il y a un respect des gens les uns pour les autres, de l'institution aussi comme un cadre vivant. Voilà. Et donc, l'institution, du coup, à travers cette manière dont le public, enfin, si on la voit à partir des attachements qu'ont les publics à l'institution, on la voit non pas comme une structure d'offre, on va dire, enfin, rationalisée, qui serait définie uniquement du point de vue des professionnels qui, à un moment, s'occupent de ce qu'on doit proposer au public. Enfin, mais en fait, on peut voir l'institution vraiment comme un lieu très épais, un lieu hérité, qui se transforme en permanence, mais en fait qui n'appartient pas à des personnes qui sont en charge de sa gestion, etc., et qui aiment bien la transformer. Voilà. Mais en fait, c'est un espace hérité qui déborde sans cesse les frontières de l'espace, hein. L'espace organisationnel ou l'espace qui correspond, enfin, on franchit un seuil et on est dans la bibliothèque. Et la bibliothèque serait le territoire géré par une communauté professionnelle pour un public. Ben, là, on voit que ce n'est pas du tout le cas, enfin, que l'institution, en fait, elle pulse en dehors des frontières du lieu proprement dit, parce qu'elle rayonne dans beaucoup de sphères de la vie. Et à l'intérieur
même de l'institution, elle condense en fait, c'est un réservoir de temporalité et de dimension de beaucoup de savoirs, enfin, qui dorment ou qui sont activés. Et pour ça, d'ailleurs, il y a dans le livre L'expérience sensible des bibliothèques, il y a quelque chose qui est très frappant que j'ai retrouvé, c'est que les lecteurs sont sensibles à cette masse. C'est pas juste optimiser des ressources, trouver ce qu'on veut à un moment donné, puis voilà, puis en fait le reste ça servirait pas, ce serait pas très utile, donc en fait là il y a une forme institutionnelle où ça ne s'adresse pas qu'à soi, mais à plein de personnes, et pas seulement tous ceux qui sont là à un moment donné, mais ceux qui y étaient avant, ceux qui seront plus tard. Et même si on sait que les livres se modifient, ce sur quoi on compte, c'est que les personnes qui sont là veillent un peu exactement comme un milieu écologique à préserver, on va dire, une masse en fait, de potentialités d'études, à travers la forme. Et donc, les lecteurs savent très bien que les livres bougent. Alors peut-être qu'ils ne perçoivent pas à quel point, voilà, ça c'est certain, mais par contre, ils sont très sensibles au fait que cette masse documentaire porteuse de multiples possibilités est entretenue comme telle. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça l'institution, je dirais, d'ailleurs, la bibliothèque se reconstitue comme institution dans des endroits où on en a besoin. J'avais suivi Nuit debout et j'étais frappée comme sur la place de la République se reconstituaient les espaces institutionnels, on va dire quand même hors les murs, mais il y avait donc l'orchestre debout, la bibliothèque debout, le point, voilà, justice, le point, l'infirmerie, etc. C'est-à-dire toutes les institutions du soin se reconstituaient sur la place avec des personnes qui pouvaient professionnellement être investies, mais qui justement faisaient aussi leur métier là. Et c'était pas le fait qu'il y ait là un petit peu de livres ou pas assez, c'était le fait que ça regerme là, ça rejaillisse, parce que voilà. Alors donc le public, quand on voit l'institution à partir de la manière dont il compte sur elle, apparaît vraiment comme cet espace-temps épais, très riche, très hétérogène, qui est capable de conserver, de condenser des possibilités qui vont s'activer ou qui vont rester dormantes. Et ça fait penser, moi ça m'a fait penser à des travaux en anthropologie où on parle beaucoup des savoirs endormis. On ne va pas dire, ah là, c'est pas utilisé, donc ça n'existe pas. Mais il y a des savoirs qui dorment et qui sont activés à un moment donné, voilà, et donc il faut absolument conserver les conditions. L'institution est un conservatoire, et on va dire où les gens prennent soin du maintien des conditions de possibilité de formes de vie, par les savoirs. Et là, c'est le troisième point qui caractérise l'institution. C'est que c'est le lieu qui est structuré aussi la bibliothèque par des attachements au savoir multiples. Donc il y a une force et une cohérence. Et donc elle est à la fois entretenue, elle vient en appui. Et il me semble que c'est comme si on nettoyait vraiment les vitres. Alors voilà, on quitte comme ça le couvercle, on va dire, de vision un peu très très réductrice du public comme cible, de l'institution comme organisation professionnellement gérée, dont on est perpétuellement insatisfait parce que ce serait toujours trop immobile, ça n'atteindrait pas assez les objectifs du moment, etc. Et on voit du coup tout ce monde d'appui, d'attachement, de fragilité, mais aussi d'entretien qui caractérise ce monde institutionnel.
Donc, alors quand j'ai dit réinstituer, c'est-à-dire, il me semble que c'est l'institution vraiment au sens d'un processus aussi. On le voit, on le sent. Et aussi à travers l'implication des bibliothécaires, évidemment, hein, des personnels qui sont là et les publics se savent aussi, savent qu'il y a, ça fait vraiment penser là au film de Wim Wenders dans Les ailes du désir avec les anges qui se penchent. Enfin, il y a des anges dans la bibliothèque et en fait, il y a de fait des anges dans les bibliothèques. Enfin, voilà, ces présences, pareil, je dirais, qui incarnent aussi le respect pour les démarches de connaissances qui s'y développent, qui sont prêtes, qui sont là. Donc, encore une fois, toutes ces présences ne correspondent pas à une optimisation à un moment donné des ajustements offre-demande, mais à l'entretien de multiples possibilités, et aussi à la légitimation de ces démarches de connaissances. Voilà. Et en ça, c'est constamment en cours. Enfin, ça ne peut jamais atteindre c'est toujours en défaut. C'est toujours en défaut, mais c'est toujours vivant. Merci Joëlle. Sylvie, les auteurs de votre ouvrage collectif, donc Allons des bibliothèques, ont dû mettre en place des dispositifs d'enquête spécifiques dans le cadre justement de ces communautés dont vous nous parliez tout à l'heure, qui reproduisent l'activité des bibliothèques. Donc j'imagine que ça n'a pas dû être facile de mener l'enquête au sein de la Bibliothèque solidaire du confinement ou des Silent Zoom. Non, c'est vrai, ce n'était pas facile. Ce qui était nouveau, c'est qu'à la différence des enquêtes dont on a l'habitude, entre guillemets, en bibliothèque, là, d'abord, on n'est pas sûr que les gens soient du public des bibliothèques physiques. On ne les aborde pas à travers ce prisme. En tout cas, on les abordait en tant qu'utilisateurs ou promoteurs d'une plateforme, en tant que membre d'une communauté virtuelle. Donc, on n'était pas forcément légitime pour enquêter. Il fallait quand même demander l'autorisation d'entrer chez eux. Donc, pour le groupe Bibliothèque solidaire du confinement, le contact avec les administrateurs a été accueilli favorablement. Ils ont consulté les membres du groupe. Ceux qui se sont exprimés ont donné un avis globalement positif. Et du coup, ils nous ont ouvert la possibilité de travailler et d'exploiter sur les archives du groupe. Je mets archives entre guillemets, j'expliquerai pourquoi ensuite. Et ça nous a permis aussi de repérer des participants qui étaient volontaires pour répondre à des entretiens. On n'a pas toujours eu un accueil aussi favorable. Il n'a pas été possible, par exemple, d'enquêter sur certains espaces Discord comme on l'aurait souhaité, parce qu'on ne peut pas forcément rentrer partout et tout observer. Donc ça, c'était une première chose qui, pour moi, en tout cas, était un peu changé beaucoup par rapport aux enquêtes conduites en bibliothèque. Ensuite, l'autre chose vraiment intéressante qui change l'angle de vue, c'est que, comme le dit Christophe, on a pratiqué une écoute radicale, puisqu'en fait, on n'enquêtait pas sur la bibliothèque auprès d'un public de bibliothèque, on voulait juste comprendre, observer, documenter des phénomènes de création de dispositifs qui ne répondaient pas aux questions qu'on avait a priori, qui se fichaient un petit peu des préoccupations que nous, on pouvait amener. Donc, en fait, ce qu'il fallait, c'était vraiment écouter, lire ce qui remontait de ces usages, sans idée préconçue, sans se dire qu'on voulait à tout prix avoir des informations sur tel ou tel sujet, mais en prenant vraiment ce qui venait et en essayant d'en rendre compte. Et à la limite, s'il y avait des questions, elles se forment après coup. Mais ça ne pouvait pas être des questions préalables en réalité. Ensuite, on a eu aussi des vraies difficultés techniques pour Bibliothèque solidaire du confinement.
J'ai dit tout à l'heure que je mettais archives entre guillemets parce qu'en réalité, un groupe Facebook ne dispose pas de ses propres archives. Les administrateurs n'ont pas pu fournir, parce que Facebook ne leur fournissait pas, l'ensemble des conversations du groupe. Donc, il a fallu que Clément Berherboul et Grégoire Clémensin fournissent un travail vraiment très pointu pour arriver à collecter l'ensemble des données et à les transformer en une base interrogeable et structurée. Parce que réellement, les informations que Facebook délivre sont partielles, difficiles à exploiter et on ne comprend pas toujours comment les chiffres ou les données ont été fabriqués. Donc, ça a été sur le plan méthodologique une vraie difficulté qui a demandé du temps et beaucoup d'énergie pour pouvoir exploiter ces données. Le paradoxe que je voulais un petit peu souligner par rapport aux questions d'expérience sensible, c'est qu'en fait, dans À l'ombre des bibliothèques, nous avons enquêté sur des dispositifs virtuels, donc des espaces numériques, mais ils sont tous en réalité construits autour d'un cœur qui est extrêmement physique et extrêmement matériel. Dans Bibliothèque solidaire du confinement, il y a déjà l'essai de recréer une sorte de proximité d'entraide. Et puis, au cœur des transactions documentaires, il y a vraiment l'idée qu'à un moment, quelque part, va accomplir une tâche très physique d'aller vérifier une information dans un livre qu'il possède pour l'écrire et l'envoyer à quelqu'un d'autre, ou d'aller photographier la table des matières qu'il trouve dans tel volume de sa bibliothèque pour la transmettre. Donc, il y a vraiment un vrai travail matériel qui est accompli. Et dans les salles de travail silencieux, ben forcément, ce qui est aussi au cœur de ça, c'est vraiment des conditions matérielles, des conditions sensorielles même, c'est-à-dire être dans du silence, être dans une posture assise avec une certaine installation physique. Donc en fait, voilà, derrière ces espaces numériques, il y a vraiment des choses très physiques, mais ce sont celles-là que paradoxalement, nous, on n'a pas réellement pu saisir dans l'enquête parce que ce sont vraiment les plus impalpables, les plus intimes. Donc on sait qu'elles existent, qu'elles sont là, mais pour le coup, elles ne laissent pas de traces décelables sur le net. Merci Sylvie. Je propose peut-être pour clore un petit peu ce premier thème de prendre quelques questions dans le public. Vous pouvez vous exprimer par le chat ou directement par le micro si c'est possible pour vous. Non? Est-ce que personne veut se lancer dans le public ou via le chat? Pas de questions pour l'instant. On va peut-être enchaîner directement avec du coup notre deuxième thème. Je voulais rebondir sur une expression employée par Joël dans son ouvrage. La bibliothèque en tant que milieu, un milieu de vie. En quoi justement la bibliothèque, vous l'avez un petit peu déjà évoqué, mais en quoi est-ce que la bibliothèque peut devenir ce lieu de vie? Oui, alors voilà. Alors oui, d'ailleurs, c'est ce qui se ressent aussi, et c'est ce qui ne peut être appréhendé, je pense, que par ces fameuses, par ces expériences sensibles, qui renvoient d'ailleurs aussi à, je dirais, à une transformation là dans les sciences humaines et sociales. Enfin, on est je pense on s'appuie beaucoup plus quand même maintenant sur des savoirs qu'on a à partir de ce qu'on ressent. Enfin, avant, on apprenait à les mettre à distance soigneusement et quand on se formait, il fallait surtout voilà, essayer d'objectiver l'expérience. Et là, en fait, voilà, si on prend au sérieux
reconfiguration un peu des savoirs, où il y a beaucoup moins le grand partage entre ce qui est du biologique et de la culture, mais on est dans un bain nature culturelle, en quelque sorte. Hein, voilà. Et là-dedans, il y a de multiples expériences. Alors, il faut faire droit, faut prendre au sérieux ce qui est vivant, ce qui est mort, y compris dans le champ culturel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser à la biologie, je dirais, le monopole de penser ce qui est le vivant à partir des mécanismes physiologiques, mais il faut revenir à d'ailleurs des conceptions qui sont très partagées dans plein de cultures et qui l'ont été bien, où le vivant se définit aussi autrement à partir de ce qui se ressent comme tel, puisqu'on est des créatures enfin, vivantes. Et d'ailleurs, il y a un ouvrage de Walter Benjamin sur les langues, où enfin, la traduction, où il évoque ça en disant, bah, enfin, c'est clair que c'est vivant, une langue, ça meurt, enfin, ça se transforme. Donc, c'est aussi nous prendre au sérieux enfin, une attention au vivant, pas forcément comme quelque chose de très métaphorique, mais plutôt se dire c'est vivant au sens où c'est fragile, où ça s'entretient, où ça se transforme, où ça se transmet, enfin il faut des conditions, voilà, mais il y a une vulnérabilité et une robustesse enfin, qui sont des caractéristiques du vivant. Et à la bibliothèque, c'est un milieu de vie parce que, enfin, j'essaie de le dire aussi tout à l'heure, mais il y a cet entretien incroyablement complexe de projets vitaux hein, pour beaucoup de gens jouent leur vie en fait dans la bibliothèque. Enfin, depuis ceux qui préparent les examens, le bac, à partir du bac, ou bien voilà après des examens, des concours, enfin puis après il y en a plein qui reviennent. Et puis il y en a pour qui les démarches de savoir il y a des personnes qui ont dit dans l'enquête, mais si j'avais pas la BPI, je ne pourrais pas vivre. Enfin, voilà, où je serais aujourd'hui, enfin, en compte. Et du coup, enfin, j'ai été frappée de voir à quel point la bibliothèque s'appliquait, enfin, en tout cas, faisait vivre ou incarnait l'idée de forme de vie qu'on trouve notamment chez les chercheurs du Caire, enfin, de l'éthique du Caire, c'est-à-dire qui sont convaincus qu'une société, c'est pas seulement des rapports de domination, de légitimité, des calculs d'intérêt négociés, etc., mais c'est aussi, dans la société interviennent énormément des pratiques d'entretien, de réparation, continue, pour faire vivre, pour pouvoir transmettre. Et donc, cette idée des formes de vie du Caire, on la voit à la bibliothèque. Donc, c'est un processus vivant. Et en plus, il y a ce côté nature culturelle avec ce voisinage, je trouve, qui est très, très impressionnant entre, d'une part, tous les livres qui sont sur les étagères, enfin, voilà, qui prennent vie. Hein, enfin, là aussi, je trouve que je revoyais le film de Wenders, Les ailes du désir, et enfin, tous ces chuchotements. Enfin, et je trouve que quand on voit des personnes qui sont en train d'ouvrir un livre et qui le lisent, enfin, qui sachent, enfin, qui se mettent en lien avec quelque chose qu'il y a dans le livre, qui densifie l'expérience de vie, enfin, qui permet de se projeter ailleurs, enfin, avant, après, etc. Enfin, c'est cette fascination pour les démarches de connaissance des autres. On sent, j'ai parlé des caractéristiques aussi à la fois d'intensité, de fragilité, qui sont vraiment de l'ordre du vivant. Et la bibliothèque, il y a, alors c'est vraiment pour moi comme un milieu écologique, hein, fragile et robuste. Fragile parce qu'il pourrait être détruit, exactement comme on a fait avec le remembrement. Enfin, hop, on liquide les forêts pour faire des grandes plantations intensives à coups de pesticides et tout. On pourrait très très bien imaginer des politiques de rationalisation comme ça de milieux importants pour nous, de formes de vie sociale où on dirait, voilà,
On va rationaliser tout ça, enfin, on va tout ajuster pour avoir exactement une optimisation des usages. Alors que là, clairement, il y a des choses qui se transmettent, qui sont, encore une fois, qui s'appuient sur la vulnérabilité, qui ne cherchent pas aussi à dominer ou à prendre le dessus. Et en ça aussi, c'est une forme de vie, c'est que cette conscience des dépendances, les personnes qui sont à la bibliothèque l'ont à un très haut niveau. On est très dépendant, que ce soit les personnes plus ou moins précaires, parce qu'ils sont jeunes, enfin voilà, ça peut rater. Enfin, puis après, on est un peu moins jeune, on compte beaucoup sur la bibliothèque parce que voilà, c'est difficile. Enfin, la jeunesse est dans des situations où la précarité est très menaçante et pendant longtemps, ou bien, mais c'est tout le long de la vie. Et comme le disait aussi tout à l'heure Christophe, même des gens qui sont dans une sécurité financière, enfin, quand ils jouent, par exemple, enfin, je dirais, leur capacité aussi à produire quelque chose, enfin, à être dans qui est lié à des pratiques d'études, enfin, qui sont un peu anxieuses, enfin, on joue beaucoup de choses. Enfin, là, il y a vraiment, on se sent dépendant. Et même, on pourrait imaginer quelqu'un qui va devenir un affreux dictateur qui étudie à la bibliothèque. Enfin, mais pendant qu'il est à la bibliothèque, cette personne, elle est dépendante, discrète. Enfin, elle s'angoisse éventuellement. Enfin, voilà, elle est aussi dans des formes d'intensité. Enfin, ou de quand ça ferme, c'est la grosse angoisse hein, pour certains. Enfin, là, on voit bien ce truc-là où c'est pas neutre. Hein. Et en ça, voilà, c'est un haut lieu enfin, de forme de vie. Enfin, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose parce que les corps sont tous apparemment au repos, mais exactement comme une forêt. À première vue, il ne se passe pas grand-chose. Les arbres sont là, etc. Et pourtant, enfin, dès qu'on s'y arrête, il se passe beaucoup de choses. Et voilà, c'est en ce sens-là que je trouve voilà, la fréquentation de la bibliothèque. D'ailleurs, on le sait, hein, il n'y a pas même besoin de faire 1 million d'études, mais quand même, il y a besoin de faire beaucoup d'études pour sans cesse le réaffirmer. C'est un lieu où on ressent le caractère vivant de ce qui s'y passe, de ce qui s'y joue, de ce qui s'y est déjà passé, de ce qui continuera à se jouer. Et il y a une passion des lecteurs, on va dire, un peu plus âgés, pour le spectacle des jeunes en train d'étudier, qui est extrêmement réconfortant aussi. Hein. Enfin, ils en parlent beaucoup. Et là, tous ces jeunes enfin, qui étudient ici, enfin, c'est un spectacle très beau, en fait, voilà, et qui fait partie de ces caractéristiques inspirantes et réconfortantes qui aident aussi à vivre. Merci Joëlle. Donc, dans ce biotope, hein, dans ce milieu de vie organique, hein, Sylvie, vous avez, grâce à vos enquêtes, mis en lumière l'importance aussi de la notion de règles, hein, de cadre en bibliothèque, mais qu'on retrouve aussi, d'après vos enquêtes, de façon peut-être un petit peu inattendue, dans des expériences comme, par exemple, la bibliothèque solidaire du confinement. Hein. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez ressorti de vos enquêtes? Oui, c'est vrai que Bibliothèque solidaire du confinement, les différentes contributions dans le livre qui ont étudié le groupe, mettent toutes en évidence des ensembles de règles qui existent. On a déjà à la base des contraintes liées à la structure même et au fonctionnement de Facebook, qui sont le fait que les demandes, les réponses, les messages passent dans un flux, qui sont le fait que les outils de recherche sont très différents de ceux dont on a l'habitude en bibliothèque, pas toujours très efficaces. Donc, on a un certain nombre comme ça de contraintes qui sont un petit peu à l'opposé des règles de fonctionnement habituelles d'une bibliothèque. Donc, on a des administrateurs du groupe qui en prennent conscience
et qui, pour essayer de compenser ça, de capitaliser un petit peu les demandes faites et les échanges sur le groupe, demande systématiquement à ce que les participants pensent à utiliser des hashtags pour catégoriser leurs contributions. Donc, en gros, ils font de l'indexation pour essayer de rendre l'ensemble plus facilement interrogeable, navigable, réutilisable, tout en disant qu'ils ne souhaitent pas refaire une bibliothèque. Ils se trouvent quand même en situation de reposer des formes de règles pour la normalisation des échanges, en fait, un minimum, hein, mais enfin au moins des hashtags. Ils ont aussi à cœur de réguler les échanges de manière à ce que l'objectif initial, qui était de l'entrée de documentaires, ne soit pas perdu de vue. Il y a sur Bibliothèque solidaire du confinement des débats qui peuvent devenir assez passionnés, qui s'engagent notamment sur des sujets liés aux études de genre ou aux études décoloniales. Et pour éviter justement que les débats n'emmènent trop loin et n'éloignent trop de l'objet initial, les modérateurs interviennent pour demander, enfin pour recentrer et pour demander que ça soit porté ailleurs. Et ces interventions dans les entretiens qu'on a eus avec des participants sont bien ressenties, sont ressenties comme protectrices. Même si le débat paraît très intéressant, même si les gens ont envie de prendre parti, ils expliquent que ça n'est pas le lieu. Il faut préserver le lieu, ce lieu qui nous sert à nous entraider sur le plan documentaire et pour nos recherches, il faut le préserver tel quel. Il ne faut pas y amener trop d'autres choses, même si elles sont intéressantes, il faut qu'elles se déroulent ailleurs. De même, le groupe, au départ partait d'une démarche de jeunes chercheurs, puis il s'est très vite élargi avec le confinement et beaucoup de demandes portaient sur des ouvrages relevant de bibliothèques de lecture publique, donc des lectures non académiques. Assez rapidement, en fait, ça a donné lieu à la création d'un autre groupe Facebook afin que Bibliothèque solidaire du confinement reste centrée sur son objet de recherche. Autre règle qu'il se donne et qu'il veille à respecter, c'est de ne pas enfreindre la législation sur le droit d'auteur. Donc, on peut mettre en relation des demandes et des offres, mais il ne faut surtout pas partager publiquement, même si le groupe est privé, il ne faut surtout pas partager directement sur Facebook des documents. Donc, il rappelle beaucoup aussi cette règle en disant aux participants de veiller à ce que tout échange reste de nature strictement privée et qu'il n'y ait pas d'infraction au droit d'auteur. Donc, ils font vraiment un travail assez poussé même dans Louis Viard analyse même une forme d'arbre de décision et d'organigramme des règles pour l'administration du groupe Facebook. Et ce qui est frappant, c'est que ces règles sont vraiment ressenties comme protectrices. Et puis, il y a aussi des règles, je pense, plus intériorisées, mais qui sont que Facebook est un groupe avant tout la Bibliothèque solidaire du confinement est un groupe avant tout orienté vers la recherche. Il met en œuvre ce que Julien Hage analyse comme une économie morale de la science. Donc, ça veut dire certains comportements, certaines valeurs, le partage d'un certain effort. Donc, là aussi, un ethos, en quelque sorte, un ensemble de règles de comportement implicites qui permet au groupe et aux membres du groupe de se reconnaître. Donc ça, le fait que c'est un environnement très régulé, en réalité, ça saute aux yeux quand on commence à rentrer un petit peu dans l'étude du groupe. Ce n'est pas du tout aussi libre qu'on pourrait imaginer quand on parle d'un groupe Facebook. Les espaces de travail silencieux, là, c'est encore plus patent, c'est-à-dire que cette règle du silence, dont parfois même les bibliothécaires ont eu un peu honte, voilà, c'était pas bien d'être tout le temps
Madame ou Monsieur chute, il faut... En fait, c'est vraiment quelque chose qui est recherché au point qu'on recrée des espaces spécifiquement pour ça. Donc, c'est vrai que ça me... Enfin, je pense qu'il faut du coup réfléchir un petit peu sur la valeur des règles que nous appliquons en bibliothèque et bien prendre la mesure du fait suivant. Quand nous régulons l'usage des bibliothèques, ça n'est pas forcément une contrainte ou quelque chose de pénible que nous imposons aux lecteurs. Souvent, c'est au contraire la garantie que tout le monde pourra participer, que le lieu sera vraiment collectif. Parce qu'à partir du moment où il y a une règle valable pour tous, les différences sociales ou culturelles à l'entrée s'atténuent. Je ne dis pas qu'elles disparaissent, mais au fond, tout le monde est au même niveau. Et c'est l'institution garantit que ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire travailler, étudier, va pouvoir perdurer de cette manière et le garantit grâce à des règles. Donc ça m'a vraiment frappée et je me suis dit qu'il ne fallait pas du tout qu'on ait honte d'être des lieux de règles parce qu'en réalité, l'ange, qui est la version très positive évoquée par Joël dans la bibliothèque, c'est ça aussi, c'est vraiment faire en sorte que tous puissent bénéficier de cet espace. Voilà, donc la notion de règle m'a frappée. Ensuite, sur je pense que les deux formes, bibliothèque solidaire du confinement et une bibliothèque physique, ne sont pas du tout concurrentes parce qu'il y a réellement des logiques très différentes. Ce qui caractérise quand même la bibliothèque, et là aussi c'est ce que Joël expliquait, c'est le fait qu'il y ait une collection pensée, voulue, entretenue, qui représente effectivement une potentialité de savoir qui ne sera pas forcément tout exploité, mais qu'on crée et qu'on maintient pour ça. Ça, c'est vraiment essentiel et constitutif. C'est très différent. Dans Bibliothèque solidaire du confinement, on est dans l'addition de propositions individuelles qui arrivent de manière plus ou moins aléatoire, mais il n'y a pas d'intention. C'est plus du partage solidaire, de l'opportunité de se faire profiter les uns les autres de ce qu'on possède. Mais ce n'est pas du tout une offre construite et pensée pour rendre du savoir accessible. Voilà, c'est pour ça que je crois que vraiment, il n'y a pas de concurrence entre les deux et que ce sont réellement des approches très, très différentes. Et que je pense que l'offre de la bibliothèque est effectivement inégalable. Merci. Peut-être je vais me tourner vers Christophe et ensuite on prendra quelques questions parce que je vois que les questions commencent à arriver. Je vous remercie. Et Christophe, pour continuer dans cette métaphore du milieu de vie, vous avez ressenti dans l'expérience sensible une demande de bibliothèque de la part des publics. Comment est-ce que vous ressentez cette demande et comment on peut la positionner par rapport au discours parfois des institutions qui semblent aller un petit peu parfois à l'encontre? Oui, il y a clairement, effectivement, alors encore une fois, à travers plutôt, on va dire, le prisme des grands établissements, qu'il s'agisse d'ailleurs des grandes bibliothèques universitaires ou des grandes bibliothèques de lecture publique, qu'elles prêtent ou qu'elles ne prêtent pas de documents. Mais vraiment, quand on passe certains seuils, c'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je ne prétends pas parler pour l'ensemble des bibliothèques et il y a quand même beaucoup de types de bibliothèques et notamment en France, beaucoup de petites, voire très petites bibliothèques. Je pense qu'on ne ferait pas tout à fait les mêmes observations, quoique, donc ça demande aussi à être vérifié. À travers le prisme des grands établissements, clairement, effectivement, et Sylvie l'a bien dit, et Joël également, on a affaire aujourd'hui, on est confronté à une demande d'institution de la part des publics et en particulier de la part des publics jeunes, ce qui est quand même un peu plus surprenant parce que on pouvait les penser justement voilà, rétifs aux institutions, plutôt dans l'évitement ou dans le conflit, dans la confrontation avec l'institution normée. Et là, on se rend compte que ce qu'ils adressent aux bibliothèques, c'est plutôt effectivement une demande de cadre
hein, une demande d'espace normé, normatif, qui va leur permettre de séjourner longtemps sur place et de produire, hein, et d'étudier, de travailler. Donc on est plutôt dans le cadre d'un usage, on va dire, laborieux, mais il faudrait là aussi, hein, bien poser le périmètre de ce travail, de cet effort, qui parfois a des côtés ludiques. Joël le disait, pourquoi? Parce que la bibliothèque, c'est aussi c'est une arène publique, et qu'à un moment, on relève la tête et il se passe des choses, quoi. Ce milieu de vie, il est très vivant, et on peut en faire l'expérience sensible régulièrement. Et il se passe des choses, quoi. Voilà. Il y a parfois des heurts, il y a parfois des conflits, il y a parfois des choses amusantes. Son voisin s'endort, quelqu'un passe dans l'allée, on est attiré par son regard. Voilà. Donc il y a quand même, c'est ce que je disais en ouverture, hein, cette demande d'institution que je trouve extrêmement intéressante, parce que on parle au contraire, hein, de générations désencadrées, hein, en conflit avec les institutions, en particulier peut-être l'institution scolaire, mais les demandes qui sont adressées à l'institution bibliothèque, elles sont pour le coup extrêmement, voilà, extrêmement claires, quoi. Il y a le besoin qu'effectivement tout ne soit pas desserré, dévissé dans les bibliothèques, qu'effectivement on puisse y trouver une ambiance chaleureuse qui puisse permettre le travail, mais qui ne dépasse pas quand même un certain niveau de bruit. On se rend compte d'ailleurs dans les BU, hein, très souvent, que c'est la critique la plus forte, hein, qui est adressée au BU, c'est-à-dire qu'il y a trop de bruit. Donc c'est quand même assez intéressant. Et on est confronté parfois, effectivement, aujourd'hui, il faut quand même dire qu'avec les effets de la crise sanitaire, les effets de cette crise assez longue, et qui en plus risque de déboucher sur une autre crise, voilà, politique, diplomatique, avec la guerre en Ukraine, avec les effets de cette crise, qui est aussi évidemment une crise qui a des effets économiques forts. 30% de fréquentation en moins en moyenne, hein, dans les bibliothèques municipales en France au cours de l'année dernière, d'après ce que disait l'association des directrices et directeurs des bibliothèques de grandes villes. Ça incite parfois certains décideurs, certains élus notamment, j'ai entendu ça, hein, déjà aujourd'hui, à parfois se dire, bon, est-ce qu'il ne faut pas limiter l'amplitude horaire d'ouverture ou diminuer les crédits d'acquisition, sachant qu'aujourd'hui, voilà, les gens vont beaucoup moins en bibliothèque qu'avant la crise. Et ça serait, je crois, une très, très mauvaise réponse à donner à cette question, qui est une question importante, hein, et qui relève de cette demande d'institution qu'il faut, au contraire, je crois, vraiment écouter avec beaucoup d'attention. Et ça amène de ma part une remarque, c'est pas une critique, c'est une remarque, mais c'est... alors Joël le dit à plusieurs reprises dans son ouvrage, il y a beaucoup de discours aujourd'hui, que je comprends très bien d'ailleurs, hein, et qui à un certain niveau, d'ailleurs à un certain degré, ont une pertinence et beaucoup de sens, mais c'est comme chez soi à la bibliothèque, ou la bibliothèque comme chez soi. Alors effectivement, hein, je pense qu'il y a une demande de confort, ça c'est une évidence. Il y a la demande de pouvoir s'approprier un espace comme parfois on s'approprierait de façon, voilà, avec une dynamique très privative, un espace qui deviendrait un espace personnel, qu'on va territorialiser, hein, comme disent les éthologues. C'est pas du tout ce qu'on entend, nous, à la BPI, ou ce qu'on a pu entendre aussi au jardin de la BNF. Joël pourra rebondir, hein. Ils ne veulent pas être comme chez eux. Justement, ils veulent sortir de chez eux, ces usagers. Même celles et ceux qui viennent télétravailler à la BPI. Et là, je ne parle pas que des étudiants. Et au contraire, on est bien dans un espace intermédiaire. Et alors là, pour le coup, la notion de troisième lieu me semble tout à fait adaptée, tout à fait justifiée. C'est un bureau à l'extérieur, la bibliothèque, dans un espace public collectif partagé. Donc, on n'est pas chez soi, on n'est pas dans le retrait, dans le repli. On n'a pas retiré ses chaussettes et mis ses pieds sur la table. C'est pas ça, la bibliothèque. Et ça, je pense que c'est vraiment à bien prendre en compte aujourd'hui. Merci. Alors, je vois, on va peut-être prendre quelques questions, hein, et puis après,
en guise de conclusion, je vous demanderai peut-être, voilà, un peu, mais rapidement, votre vision peut-être pour l'évolution de ces usages en bibliothèque. Alors, il y a une question donc de Julie Lavielle, donc je vous remercie. Deux questions. Donc, la première s'adresse à Sylvie. Je ne sais pas, Sylvie, si vous voyez la question, enfin, je vais la lire à haute voix. Est-ce que les pratiques des usages en ligne observés dans l'ombre des bibliothèques ont perduré lors du déconfinement et est-ce qu'elles se sont transformées? Alors, Bibliothèque solidaire du confinement perdure, existe toujours. En revanche, il y a eu une chute du nombre de discussions sur le groupe et une très grande diminution aussi des demandes strictement documentaires. Donc, les conclusions qu'on peut en tirer, c'est que à partir du moment où les bibliothèques ont rouvert et où l'accès physique aux collections est redevenu possible, une bonne partie des demandes qui avaient cours sur BSC n'avaient plus lieu d'être. En revanche, il est resté des gens par choix, parce qu'effectivement, ils ne sont pas tous forcément usagers des bibliothèques et il y en a à qui, au fond, cette forme convient. Il y en a aussi qui, qui sans en avoir vraiment besoin, continuent à aller jeter un œil ou à participer un peu parce que de même que l'attachement à un lieu peut se développer, de manière avec une alchimie un peu mystérieuse des fois, mais je crois que l'attachement à cette collectivité est réel aussi pour une partie des participants et donc c'est une forme de fidélité aussi d'aller voir s'ils peuvent aider quelqu'un. Donc le groupe existe toujours, mais son objet se déporte vers davantage de discussions par rapport, et son usage quand même diminue. Alors, une question qui s'adresse à Joël, mais aussi, voilà, peut-être plus généralement. L'engagement des usagers dans le maintien de l'institution bibliothèque se brise-t-il parfois? Dans la préface de l'ouvrage Essai sur la bibliothèque, donc Sandra Laugier parle des liens faibles au sein des bibliothèques. S'ils sont faibles, ne se brisent-ils pas facilement? Alors, en fait, c'est pas le fait que ce soit des liens faibles qui menacent la bibliothèque, je trouve. En fait, ce qui menace la bibliothèque, c'est des prises de pouvoir, on va dire. C'est l'envie de transformer la vie d'autrui. Enfin, voilà. Dans un lieu où tout le monde cherche à transformer sa propre vie, hein, enfin, voilà, et d'ailleurs se met dans des situations, voilà, les démarches de connaissance, en fait, elles sont transformatrices d'abord de soi, mais dans l'ombre, il y a plein de personnes qui peuvent transformer la vie de très nombreuses populations, enfin, on le sait très bien, enfin, politiquement, et en fait, c'est deux manières de faire société, et il y en a une, c'est celle-là qui est menaçante parce que c'est ces volontés transformatrices au nom d'idées, voilà, qui sont relativement insensibles à ce que vivent les gens, hein, mais plutôt qui sont liées à des modèles, enfin, qu'on aime, auxquels on accorde plus de poids et plus de crédit qu'à justement ce qu'on vit. Et donc, je pense que c'est comme pour les musées, les publics, en fait, il y a quand même l'idée qu'il faut faire confiance, enfin, et que cette confiance oblige l'institution. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément à le défendre, enfin, cette idée d'une confiance qui oblige, enfin, où on s'en remet à l'autorité d'autrui, enfin, d'instance, pour que cet autrui, pour qu'il n'en fasse pas usage contre vous, mais parce que ça va l'obliger. Enfin, voilà. Je pense que c'est des types de liens sociaux qui sont justement très fragiles si on n'est pas du tout dans cette vision-là de la démocratie, de la confiance, de ce qu'on fait ensemble. Voilà. Et de ce point de vue, la bibliothèque, elle est fragile parce que c'est une institution plutôt du soin, où en fait on rentre dans la bibliothèque et puis on ne va pas revendiquer des choses,
va s'en remettre un peu aux gens du lieu, en disant, voilà, ils vont bien s'occuper de nous, on peut avoir confiance ici, et on ne va pas avoir des pancartes ou se mobiliser, voilà, on va avoir confiance avec... et c'est plutôt ça c'est ça qui est, je veux dire, qui fait un peu peur, c'est qu'il y a tout un marché, c'est-à-dire que ce n'est pas un lieu capitaliste non plus, la bibliothèque, mais il y a quand même tout un monde là, qui voit dans la bibliothèque un réservoir de valeur. Voilà, on peut la transformer, on peut faire un trait de proposition, on peut vendre des trucs, on peut produire des services, et sans souci justement de cette confiance, ou bien alors avec une vision de la confiance plutôt de type contrat de clientèle, vous voyez, la personne satisfaite, alors qu'en fait ça c'est pas du tout. Donc c'est plutôt ça, je trouve, qui est menaçant pour la bibliothèque. Pas la faiblesse des liens entre les personnes qui y sont. Merci. Je voudrais même, si je peux ajouter quelque chose à ce que disait Joël, c'est que parfois même, la faiblesse du lien, ça peut être rassurant et confortable parce que c'est une forme de sociabilité assez légère qui ne nous engage pas. C'est-à-dire, je côtoie quelqu'un en bibliothèque, mais je ne lui dois rien. Et on retrouve ça dans Bibliothèque solidaire du confinement, lors des entretiens. Certains participants disent « J'apprécie parce que j'y vais, je discute avec 2 ou 3 personnes, je rends service, et puis ça s'arrête là. Je ne dois rien au-delà de ce que j'ai pu donner sur le moment présent. » Donc effectivement, ça peut aussi être quelque chose de vécu comme facilitant un lien pas trop fort. Une autre question pour vous, Sylvie, justement, voilà, laissez votre micro allumé puisqu'il y a une autre question de la part de Lisa Chupin, que je salue au passage. Donc, y a-t-il eu, dans les enquêtes ayant pris pour terrain les espaces physiques de la bibliothèque présentées ce soir, des scènes de débats polémiques suscitées entre les usagers, ou ces polémiques sont-elles une spécificité de ces groupes nés sur le web en alternative aux bibliothèques? Je ne sais pas. Je n'ai pas connaissance dans des enquêtes de polémiques comme ça qui a été relevée, mais ça ne veut pas dire que ça... D'abord, peut-être que des enquêtes que je ne connais pas l'ont repéré. Ça peut exister aussi sans faire l'objet d'enquêtes. Je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est qu'on parle quand même plus facilement à des inconnus sur un réseau social que dans une bibliothèque, même si on se sent en confiance. Donc, mais ça serait logique qu'il y ait quand même des polémiques dans les bibliothèques de temps en temps. Désolée, hein, aucun élément de réponse. Merci. Peut-être, voilà, là, je vois que l'heure tourne. Hein, on va peut-être très rapidement, je vais demander, voilà, peut-être de conclure chacun, chacune, en évoquant, peut-être, mais alors, bon, c'est un peu une gageure, hein, mais en 2 minutes chacun, votre vision de l'évolution des usages en bibliothèque dans une période post-pandémie, bon, où les crises, on l'a dit, se succèdent et on ne sait pas très bien de quoi l'avenir sera fait, mais voilà, un peu sans faire un travail de réflexion prospective, mais si chacun, chacune peut livrer sa vision. Christophe, on commence par vous. Volontiers. Alors, c'est difficile de se livrer à l'exercice de la prospective, surtout après tout ce qui vient d'être dit. Je regardais le fil de questions aussi. Il y a eu des interventions très intéressantes sur la complémentarité numérique physique. Et effectivement, c'est vrai qu'on n'était pas, nous, dans l'opposition. Je pense que c'est très significatif. Donc là, il y a peut-être une piste. Effectivement, d'autant qu'on a été poussé à développer des services en ligne au cours des confinements et que ça a été remarquablement bien fait, alors que les bibliothèques avaient beaucoup moins de visibilité que les librairies. On a beaucoup parlé des librairies et tant mieux. Mais on n'a pas parlé des bibliothèques et ceux qui en ont parlé, ce sont les professionnels. Et là, les controverses, elles étaient plutôt, on va dire, repliées presque sur elles-mêmes. Alors,
Évolution des usages, moi je dirais deux choses très rapidement, hein. J'aurais tendance à appuyer ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire un besoin de participation physique extérieure au domicile et de participation à un collectif de liens faibles. Alors les liens faibles, hein, voilà, la sociologie de Granovetter le montre très bien, hein, c'est ce qui rend plus fort, très souvent, hein, bizarrement. Ouais. Voilà. Et un besoin d'espace de travail en dehors du domicile et en dehors du travail, parfois pour certains. Donc, télétravailler à la bibliothèque. Enfin, j'étais surpris de discussions avec des collègues à la BPI. Nous ne l'avions pas observé, mais les collègues qui passent beaucoup de temps en service public le voient d'étudiants qui suivent leurs cours en visio à la BPI. Voilà, nous, on ne s'attendait pas à ça, ou qui passent des entretiens avec leurs enseignants à la BPI, dans la bibliothèque. Et alors après, je dirais aussi, c'est pas une pirouette, je pense qu'on devrait assister, et je l'espère aussi, hein, je le souhaite, peut-être à une évolution, peut-être des formes de médiation en bibliothèque et des formes de valorisation des collections et des ressources, parce que voilà, j'ai l'impression que là, il y a un gisement de choses à faire, et en particulier avec la crise là, à laquelle nous sommes confrontés. Je parlais d'une crise politique ou diplomatique, mais j'ai du mal en fait à la qualifier, la guerre, quoi, en gros, la guerre. Et là, je me dis aussi qu'évidemment, avec l'épaisseur documentaire des bibliothèques et tout ce qu'on peut y puiser pour forger des arguments, résister, être solidaire, voilà, je crois qu'il y a des enjeux extrêmement importants, mais il y a des enjeux de médiation et de valorisation parce qu'on est dans des espaces qui ont été travaillés pour l'autonomie de l'usager et qu'aujourd'hui, ce sont peut-être des dispositifs qui arrivent à certaines limites parce qu'ils sont tellement autonomes parfois et moins pris en charge par l'institution que nos usagers ont peut-être du mal à cheminer à travers nos offres. Merci. Joël, le mot de la fin, enfin presque fin pour vous. Non, bah, du coup, je rebondirai là-dessus sur l'importance des savoirs. Enfin, en fait, ce qui est frappant, c'est que la bibliothèque, c'est aussi mode d'existence des savoirs très pacifiques, en fait, parce que c'est dans les phases d'études, d'élaboration, où justement il y a le lien consubstantiel entre pratique de savoir et vulnérabilité aussi, et dépendance, enfin voilà. Et en fait, ça, c'est des choses qui après, même dans le monde universitaire, enfin, on ressent moins, parce qu'en fait, il y a cette association permanente entre savoir et des productions qui donnent un pouvoir, qui donnent de l'expertise, enfin, qui permettent de propager des modèles, etc. etc. Et je trouve que pour moi, la fin, disons, voilà, la prospective, c'est qu'il va falloir défendre les lieux, il va falloir les défendre avec, effectivement, au nom de vision du savoir, des liens aux institutions, etc., etc., un peu comme en écologie sociale, hein. Il va falloir qu'on défende les zones de vie, qu'on défende le sérieux qu'on donne au savoir, qu'on je parle aussi j'ai fait référence un peu au livre de Pinière et Stenger sur comment on se protège, hein, voilà, comment on se protège. La bibliothèque est un lieu protecteur qu'il convient aussi de protéger, et comme ce que tu disais, Christophe, hein, c'est fascinant, je trouve, le nombre de personnes qui récupèrent dans les bibliothèques, et notamment les réfugiés, parce qu'il y en a pas mal, hein, à Paris depuis quelques années, qui ont trouvé le chemin des bibliothèques, qui se réparent dans les bibliothèques, c'est pas non plus trop mis en avant, mais donc il faut préserver nos lieux de réparation, voilà, et défendre nos bibliothèques, que les jeunes professionnels qui sont là, éventuellement, ils vont être très tiraillés entre les contraintes de développement, puisque il y a des plans de réindustrialisation de la France par le numérique
qui ont, disons, désigné les bibliothèques et les musées, les lieux culturels comme des lieux d'expérimentation, on va dire, privilégiés hein, pour les industriels, quoi. Et en fait, non, voilà, ils ont pas, voilà, il n'y a pas lieu qui profite de ça. Enfin, c'est déjà utile, ça remplit des missions. Donc, il faudrait, à mon avis, le garder précieusement. Voilà. Voilà, et on va embaucher des anges gardiens voilà, qui ressemblent à Bruno Ganz dans Les Ailes du désir. Sylvie, je vous laisse le vrai mot de la fin, puisque là, vraiment, je ne voudrais pas qu'on dépasse trop, mais voilà, je vous laisse livrer votre vision, là aussi, de cette évolution des usages des bibliothèques. Ah, il y a le micro. Sylvie, merci d'ouvrir votre micro. Non, je disais que je partage tout à fait la vision de Christophe et Joël. Je crois vraiment au lieu physique et à la nécessité. Et ça, je crois que c'est en train de devenir visible. Je crois aussi à l'importance des collections et du savoir et effectivement à une nécessité accrue de médiation parce que c'est plus difficilement accessible aussi pour les gens aujourd'hui, toute une collection. Il faut qu'on rentre dedans et qu'on aide parce qu'effectivement, l'enjeu de contribuer à diminuer l'ignorance aujourd'hui, il est crucial. Voilà. Merci, vraiment un immense merci à tous les trois hein, pour la richesse de vos contributions. Hein. Je crois qu'on pourrait encore en discuter pendant des heures hein, et je pense que voilà, et désolée, peut-être j'ai pas pris toutes les questions et je m'en excuse voilà, si c'est le cas, mais je crois qu'il y a eu vraiment des échanges très riches. Hein. Merci vraiment à tous les trois. Merci au public hein, de votre fidélité et de votre écoute. Merci à la Fondation Gulbenkian. Je laisse la parole à Christina pour un dernier mot. Oui, bien sûr. Avant tout, un très grand merci à tous les intervenants pour ce débat et exposé si riche et formateur. Nous nous rendons compte que nous sommes privilégiés d'avoir eu l'opportunité de continuer à travailler en bibliothèque et pour le public de continuer à les fréquenter en ces temps sans précédent, malgré l'anxiété qui a accompagné ces changements profonds et toutes les incertitudes qu'ils apportent. Alors, nous vous remercions tous pour votre participation, questions et commentaires, ainsi qu'à notre collègue Isabelle Barche. Et nous espérons vous retrouver bientôt pour un prochain Carrefour de l'information. Un grand merci à tous et très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Merci Véronique de nous avoir aussi et merci Christina. C'était super. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Du coup, il faut quitter.